Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme tous les week-ends pour le débrief hebdo de la semaine et pour préparer la semaine qui arrive. Pas mal de choses à voir ce matin puisqu'on a eu une fin de semaine particulièrement agitée sur les marchés tradis mais aussi sur le marché crypto que vous voyez actuellement à l'écran qui est dans un rouge assez saignant. On va faire un tour des actualités macroéconomiques, des actualités crypto aussi et puis le but bien évidemment ce sera de préparer la semaine qui arrive, qui s'annonce elle aussi très intéressante. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. On commence justement donc comme d'habitude avec les actualités de cette fin de semaine et on va reparler à nouveau ce matin de l'action GameStop. Vous savez, on en parle énormément en ce moment et effectivement le trading de l'action a de nouveau été suspendu hier après-midi. Alors je ne sais pas le nombre total de fois que le trading de l'action a été suspendu sur les dernières semaines, mais c'est assez impressionnant. Il y a tellement de volatilité sur le cours que bien, les institutions, les bourses, bloquent le trading tout simplement de l'action. Alors c'est assez rare de voir ça sur les marchés financiers traditionnels, de voir autant de volatilité sur une action. En général, effectivement, vous le savez bien, c'est plutôt des mouvements qu'on va retrouver sur le marché crypto. Donc voilà, on en a déjà parlé dans la semaine. Je vous invite à aller voir les vidéos sur la chaîne YouTube avec notamment la position d'un trader qui était de 175 millions de dollars sur cette action. On continue avec une deuxième actu qui concerne cette fois-ci les ETF spot Bitcoin et tout particulièrement celui de BlackRock qui a dépassé cette semaine les 300 000 BTC en actifs sous gestion. C'est absolument extraordinaire. En seulement 5 mois, on a donc BlackRock aujourd'hui qui gère environ 1,5% de l'offre totale de Bitcoin. C'est sensationnel. Alors justement, en parlant de ces ETF, on a atteint hier un nouveau record avec 19 jours consécutifs d'entrée nette sur les ETF spot Bitcoin. Et pas des moindres, puisque cette semaine, on a eu des gros pics avec, en l'espace de 3 jours, 1,5 milliard, même plus d'1,5 milliard de dollars qui sont rentrés sur les ETF spot Bitcoin. C'est absolument sensationnel. On a une attractivité en ce moment qui est extrêmement forte pour Bitcoin. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les gens qui se positionnent donc sur ces ETF achètent du Bitcoin à 70 000 dollars, alors qu'on est très très haut. Donc ça montre vraiment le niveau de conviction et le niveau d'intérêt qu'il y a actuellement sur BTC, alors que le marché est relativement calme depuis plusieurs mois maintenant. Et puis, on termine avec une dernière actualité et une étude qui nous vient de Keiko qui nous montre que Binance, pour le moment, conserve sa position de leader en termes de liquidité. Si on compare aux autres exchanges centralisés sur le deuxième trimestre, alors suivi de Bybit et de Coinbase. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu hier, mais Binance, pour moi, est en train vraiment de faire son retour en force. Ils ont connu une période un petit peu compliquée avec ce qui s'est passé en termes de régulation, ce qui s'est passé avec le procès de CZ. Mais là, je pense qu'ils sont vraiment en train de faire leur retour sur le devant de la scène. On l'a vu avec la reprise de certains services qui étaient en stand-by depuis un moment maintenant, et notamment la carte crypto Visa, Binance, donc, qui est un outil quand même très intéressant que beaucoup de personnes utilisaient. Et je pense que beaucoup de personnes sont prêtes à réutiliser justement désormais. Ça, c'était pour les actualités. Les amis, on va passer désormais aux actualités, cette fois-ci macroéconomiques. Enfin, c'est pas vraiment des actualités, mais au point macroéconomique. À commencer par l'événement principal de la semaine, à savoir les taux de la Banque Centrale Européenne qui ont baissé. La BCE, cette semaine, qui a décidé de baisser ses 3 taux, et notamment son taux d'intérêt directeur, de 0,25 points de base, donc en passant de 4,5% à 4,25%. C'est assez historique puisque pour la première fois, la Banque Centrale Européenne a devancé la Fed, c'est-à-dire qu'elle a entamé son pivot avant la Fed. On a expliqué ces derniers mois qu'est-ce qui expliquait le fait que la BCE était un petit peu sous l'obligation de baisser ses taux, contrairement à la Fed qui dispose d'une marge de manœuvre beaucoup plus importante. Mais attention, cette marge de manœuvre de la Fed, elle pourrait se réduire, notamment à cause du secteur de l'emploi aux États-Unis. Eh bien oui, hier après-midi, vous le savez, on avait la publication du rapport NFP. Le rapport NFP, c'est l'un des rapports macroéconomiques les plus importants aux États-Unis. Et vous savez que tout au long de la semaine, on a eu un certain nombre de données sur l'emploi justement aux États-Unis. Le problème, c'est que ce rapport NFP, qui a été publié hier, il n'est pas forcément bon.
Pourquoi? Parce qu'on a un salaire horaire moyen qui augmente et des créations d'emplois dans le secteur agricole qui augmentent elles aussi de manière significative. On ne va pas s'attarder sur le chiffre du taux de chômage qui a légèrement augmenté. Je vous ai expliqué ce matin dans le serveur Discord pourquoi il y avait un petit peu en fait ce décalage et cette schizophrénie dans les datas macroéconomiques qu'on a eu hier. En fait, c'est pas forcément très pertinent de le prendre en compte. Je m'excuse, je me mouche brièvement les amis. Comme vous voyez, je suis encore un petit peu malade. Donc, pourquoi ces résultats-là, ils sont pas bons? Parce que si vous avez de plus en plus d'Américains qui ont du travail, que parmi tous ces Américains qui ont du travail, une majorité d'entre eux ont un salaire qui augmente. Ça veut dire que ces Américains-là, ils ont un pouvoir d'achat qui augmente. Qui dit pouvoir d'achat qui augmente, dit une consommation qui va augmenter, et c'est quelque chose qui pourrait créer un rebond à nouveau de l'inflation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, oui, suite à la publication de ce rapport NFP, on a observé un rebond du DXY sur son support des 104 points et un rebond assez violent. J'ai même envie de vous dire très violent. D'accord? Donc, ces catalyseurs macroéconomiques, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, eux aussi, justement, expliquent le retracement que l'on a observé sur les classes d'actifs risqués hier, et notamment sur le marché crypto, on l'a vu tout à l'heure, qui est totalement dans le rouge sur les dernières 24 heures. Alors justement, les dernières 24 heures sur le marché crypto, elles ont été très compliquées. On a atteint sur 24 heures plus de 400 millions de dollars de liquidation. Bah oui, il y avait énormément de gens qui étaient bullish sur le marché depuis quelques jours, et donc qui avaient des positions longues justement d'ouvertes. Ça, on l'avait parfaitement identifié en regardant les datas d'order flow. Je vous ai dit toute la semaine, attention, on va avoir de la volatilité. L'open interest ne fait que monter. Les funding rates sont dans le vert, eux aussi montent. On a eu des CVD qui ont par moment soutenu le mouvement, à d'autres moments qui ne l'ont pas soutenu. Et justement sur cette fin de semaine, on a observé que les whales en spot avaient anticipé le dump en vendant quelques heures avant la baisse du marché. Je vous l'ai dit dès le début de la semaine, pour ceux qui regardent les vidéos sur YouTube, je vous avais sorti une vidéo lundi, je crois, ou c'était mardi. Oui, c'était mardi. Je vous ai dit, gros mouvement à venir sur Bitcoin. Il y a eu un mouvement à la hausse, il y en a eu un autre à la baisse. C'est exactement ce que je vous avais expliqué. D'accord? Alors vous allez me dire, c'est facile de le dire après coup. Oui, c'est vrai, c'est toujours plus facile de le dire après coup. Mais il y avait un certain nombre de données qui nous permettaient d'anticiper cette phase de volatilité. Maintenant, pourquoi on a été rejeté à ce niveau-là? Déjà, si on regarde purement en termes de price action, c'est simple. On avait un high avec de la liquidité qui datait du 21 mai dernier. On est venu swept ce high sur une zone où on avait énormément d'ordres en attente. Alors, je vais juste refresh ma page MobChart pour vous montrer l'order book. Je vais même carrément rouvrir une page pour que ça aille plus vite. Je m'excuse. Vous avez l'habitude de toute façon. Mon MobChart en général qui déconne un petit peu. Mais donc c'est pas du tout, ce que je vous expliquais, c'est que c'est pas du tout un hasard qu'on ait été rejeté sur ce niveau-là. Vous le voyez, on avait énormément d'ordres vendeurs au niveau des 72 000 dollars. Alors, on avait aussi envisagé un scénario où les acheteurs allaient être suffisamment forts et donc se servir de cette liquidité pour se propulser plus haut. Mais là, ça n'a pas été le cas. Les acheteurs n'ont pas été suffisamment forts. Le mouvement n'a pas été suffisamment soutenu par les whales justement en spot. Et donc, on a été rejeté sur ce niveau-là. Donc, on a un mouvement qui était déjà inscrit dans les charts et qui a été déclenché par un catalyseur macroéconomique externe. D'accord? C'est très très important de comprendre ça. Alors maintenant, est-ce que le marché va aller plus bas? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, c'est comme d'habitude. Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est arrivé quasiment sur notre haut de range daily. Même si le high de l'ATH n'a pas été swept, on est arrivé quand même sur la partie haute du range. Et étant donné que ça fait quand même 2 fois qu'on est rejeté violemment sur cette résistance, on peut peut-être envisager qu'on reviendrait travailler sur les 63 800, 65 000 dollars, les targets que je vous avais donnés début de semaine, voire même carrément sur le bas de range en direction des 60 000 dollars. Maintenant, comme d'habitude, et comme je vous l'explique tout le temps, ça ne sert à rien de suranticiper le marché.
Le but, c'est d'identifier des niveaux clés. Et en fonction de la réaction du prix sur ces niveaux clés, on prend des décisions. Là, moi, effectivement, au vu de ce que montre le marché, le scénario qui, selon moi, a le plus de probabilité de se réaliser, c'est quelque chose comme ça. Ok? Ça serait de revenir combler le mouvement d'impulsion qu'on a eu hier, donc la FVG ou imbalance, et ensuite de repartir vers le bas. On voit qu'on a énormément de lots ici qui n'ont pas été swept, sur lesquels on a laissé de la liquidité. D'accord? On voit qu'on a une zone de FVG en 4 heures très intéressante. Et puis si vous tracez un Fibo, et bien justement sur cette impulsion haussière, et bien on se rend compte que ce niveau d'intérêt, il se situe parfaitement sur les 0,5 de Fibonacci. D'accord? Voilà pourquoi je vous parle depuis un moment maintenant du scénario que si on est rejeté sur le haut de range, sur les 72 000 $, il y a des probabilités assez fortes qu'on revienne entre 63 800 et les 65 000 $. D'accord? Donc cette zone, elle est toujours existante, elle est toujours effective, et il y a toujours des probabilités assez fortes qu'on vienne la récupérer. Maintenant, attention tout de même, on reste à moyen terme sur un momentum qui est haussier, donc il ne faut pas exclure totalement la possibilité de venir swept le high de la TH. D'accord? Ça, on verra plutôt en début de semaine les réponses que le marché nous donnera. Ok? Ça, c'était pour BTC. BTC, il faut savoir qu'avec les mouvements qu'on a eu, sa dominance a été particulièrement volatile aussi. On est venu faire un gros pump hier, et bien justement au moment où le marché a dump, et puis très rapidement, cette dominance s'est rééquilibrée. Ether, justement face à BTC, est en train de revenir en weekly tester cette zone de polarité. Donc là, ça va être vraiment très important de voir comment il va se comporter. Est-ce qu'on va valider un rebond sur cette polarité pour repartir vers le haut par la suite, et ce qui pourrait donc peut-être nous permettre d'envisager une alt season, ou est-ce qu'au contraire c'était une simple déviation et on va repartir plus bas, ce qui pourrait là alors mettre beaucoup plus en difficulté Ether et les alts. D'accord? D'ailleurs, on avait pris des petites positions sur Ethereum cette semaine, notamment celle-ci que je vous avais partagée dans le serveur Discord. Alors moi, vous savez que j'étais pas allé au bout de ce trade, je l'avais clôturé à BE, mais je sais qu'il y a certains nombres premium qui sont restés dans cette position jusqu'au bout. Et ben, franchement, félicitations à eux, parce qu'il y avait vraiment une très belle position à prendre. Alors, j'aurais pas forcément pensé qu'on aille aussi loin et aussi vite. Nous, on avait identifié des targets finales plutôt sur les 3700 dollars, mais on est allé chercher quand même très bas. Alors justement, ce mouvement-là, il est très intéressant qu'on a eu sur BTC et sur Ether, puisqu'on l'a eu aussi sur les altcoins. Alors d'ailleurs, j'ai été très surpris de voir certains altcoins résister d'une manière assez extraordinaire à ce mouvement-là. On a ici le INJ, sur lequel j'avais identifié un setup de continuation haussière. Bon, vous voyez qu'on n'était pas revenu chercher ma zone d'intérêt, donc on n'était pas rentré sur cette position. Mais j'étais assez surpris de voir à quel point certains altcoins ont été résilients, ont été résistants par rapport au dump qu'on a eu hier. C'est le cas du INJ, mais on a eu un scénario aussi similaire sur le Ordi. Oui, on a eu le flash dump, mais très rapidement, le cours de ces altcoins est reparti à la hausse. Il y en a d'autres, par contre, qui ont été un petit peu moins résilients, mais qui sont quand même revenus récupérer des zones très intéressantes. Je pense notamment à OP, sur lequel on avait identifié des niveaux très intéressants pour aller chercher une reprise haussière. Là, on est venu swept une zone de liquidité dans la zone d'OTE, et on a deux zones intéressantes à venir chercher, que vous voyez aux 2,60 $ et aux 3 $. On a eu aussi le Lido, par exemple, dont on avait parlé pas mal ces dernières semaines, qui est venu chercher deux zones d'entrée en spot qu'on avait identifiées. Ok? Donc, encore une fois, je vous le répète, peut-être que le marché ira plus bas, mais lorsque vous voyez des phases de correction comme ça importantes sur les altcoins, de l'ordre de 5, 10, 15, 20%, profitez-en pour faire de nouvelles entrées. Toujours en gardant de la liquidité de disponible, si jamais le marché était amené à venir travailler plus bas. Mais il est très important, si vous êtes dans une logique d'investissement DCA sur les altcoins, de profiter de ce genre d'opportunité. On a eu le cas aussi par exemple sur le Tao. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient acheter du Tao. Bah là, hier, alors c'est allé vite, je vous l'accorde, c'est allé vite. Mais vous aviez la possibilité d'acheter du Tao quasiment à 300 $, allez, 320 $. Là déjà, si vous étiez positionné sur, allez, même si vous n'aviez pas réussi à choper le bottom, vous rentriez à 340 $, bah, vous pouviez déjà refaire quasiment un 18%. Donc il y a des opportunités.
Ok, j'ai vu beaucoup de personnes ces dernières semaines attendre qu'il se passe quelque chose sur le marché et qui, maintenant qu'il s'est passé quelque chose sur le marché, attendent encore. Si vous êtes dans cette optique-là, malheureusement, vous allez rien faire. Vous allez toujours être dans dans une position d'attente, attente d'un meilleur moment, d'attente d'un meilleur prix, et en fait, vous allez finir par louper l'opportunité, tout simplement. Ok? C'est très très important de comprendre ça. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit point sur le marché crypto. On va désormais pouvoir se tourner du côté des marchés traditionnels, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la publication du rapport NFP a entraîné un rebond très important du dollar américain sur son support des 104 points. Évidemment, cela a eu des répercussions sur les autres classes d'actifs. Ok, à commencer par les indices. Ok, les indices américains, notamment le Nasdaq, le Dow Jones et le S&P 500, qui ont tous les trois retracé de manière assez significative. Alors, on aurait pu s'attendre à des retracements plus profonds, mais on sait qu'actuellement, on est quand même dans une phase de marché où les indices américains sont très costauds, très bullish et sont soutenus par des grosses entreprises comme Nvidia, qui en termes de capitalisation représentent une pondération très très importante. D'accord? Donc, pas de signaux gravissimes de retournement. D'ailleurs, sur le trade, sur le Dow Jones qu'on avait pris début de semaine, bah, on est venu chercher tous nos TP. D'accord? Moi, j'avais pris un petit scalp short hier sur le NAS. Enfin, du coup, non, c'était avant-hier. Donc, on a eu de la chance parce que le dump qu'il y a eu ici nous a permis... Donc ça, c'était au mouvement du rapport NFP. Nous a permis de prendre un TP partiel de mettre ASL ABE. Et tout de suite après, on est reparti à la hausse. D'accord? Et S&P 500, pour le moment, on n'y touche pas. Du côté des indices européens, j'ai pas forcément beaucoup de positions en cours, hormis sur le DAX, que j'envisage toujours en direction des 18 200 points, voire même des 17 600 points. D'accord? Donc vous voyez que mon exposition sur les marchés tradis, c'est quand même un petit peu écrémé, c'est quand même un petit peu allégé au cours de la semaine. Mais on a quand même réussi à faire de très jolies performances. On a eu aussi évidemment pas mal de volatilité sur euro-USD, étant donné le rebond du dollar, eh bien lui a été rejeté sur cette zone de polarité en 4 heures, ce qui devrait donc lui permettre de revenir chercher la zone d'intérêt qu'on avait identifiée il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, en direction des 1.077, avant peut-être, je dis bien peut-être, d'envisager une reprise haussière vers les 1.1. Ça dépendra évidemment de la macro et du comportement du dollar. Sinon sur le Forex, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. On a donc aussi un petit point à faire évidemment sur les matières premières, puisqu'on a été BE sur notre trade sur le gold, d'accord? Donc on n'a pas été en capacité d'aller chercher comme au mois de mai, eh bien, tous les TP qu'on s'était fixés. On a eu un TP intermédiaire, mais du coup après on est sorti à BE. Là, le gold qui est arrivé sur un autre niveau intéressant. Maintenant, je ne vais pas me précipiter à l'achat, même si effectivement on peut envisager quand même que le dollar va respirer un petit peu en début de semaine prochaine et donc que le gold pourrait revenir tester au minima cette zone des 2325 points. Je vais quand même attendre de voir comment va se dérouler l'ouverture dimanche soir avant de repartir tout de suite dans une position. Vous savez, c'est ce que je vous explique souvent. Le but, c'est pas d'enchaîner les trades les uns après les autres. C'est bien, une fois qu'on termine une position qui a duré pendant un bon petit moment, de souffler, de prendre un petit peu de recul sur le marché avant de repartir à l'attaque. D'accord? Très très important. Donc ça, c'est pour le gold. Et du côté du pétrole, pas grand chose à dire de plus. Je vous ai expliqué fin de semaine dernière, fin de semaine, mon scénario. Voilà, moi ce que j'attends, c'est vraiment un retest de la structure des 76-77 points. Soit on est rejeté et on repart sur de la vente, soit on réintègre et on repartira à l'achat. Moi, vous savez que je table plutôt sur une reprise acheteuse, mais comme d'habitude, pas de suranticipation du marché. On identifie les niveaux clés et en fonction de cela, on prend des décisions. Ok? Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. On va désormais pouvoir passer à ce qui va se passer justement semaine prochaine, puisqu'on a une semaine très très intéressante qui nous attend, les amis. Alors, hop, on se met sur semaine prochaine. Ça commencera dès lundi, avec les résultats de la croissance au Japon. D'accord? Donc pour ceux qui tradent le Forex sur les paires JPY, Euro JPY, USD JPY, GBP JPY, c'est des paires qui sont très tradées. Faites attention durant la session asiatique au comportement justement de ces paires, puisqu'on va avoir le résultat du PIB. Mardi, journée un petit peu plus calme, pas de grosses data macroéconomiques, hormis du côté du Royaume-Uni avec le taux de chômage sur le mois d'avril. Mercredi,
journée la plus importante de la semaine. Ça commencera dès la session asiatique avec l'inflation IPC en Chine. Ensuite, du côté européen, on aura, même chose, l'inflation avec l'IPC en Allemagne. Et enfin, l'après-midi du côté américain, alors là ça va secouer. Inflation en début d'après-midi avec l'IPC, inflation qui est attendue stable, 3,4%, voire petite baisse pour l'IPC Core à 3,5% sur le glissement annuel. D'accord. Et surtout, mercredi soir, le FOMC, avec la décision de la Fed sur ses taux d'intérêt directeurs et un discours de Jérôme Powell. Ça sera très intéressant de voir quel va être le discours de Powell à quelques jours après la baisse des taux de la BCE, je vous rappelle, dont on a parlé en début de live. En tout cas, là, il n'y a pas de surprise. Normalement, les taux devraient rester à 5,5% du côté américain. Jeudi, on aura aussi une journée intéressante avec les inscriptions hebdomadaires au chômage et les prix de la production du côté américain. Attention, rappelez-vous les derniers chiffres qu'on avait eus sur les PPI, ils avaient été en hausse. Ok, on avait dit que ce chiffre, attention, c'est inflationniste. Là, il est attendu en baisse, mais attention. Après, vous savez quand même, je vous l'ai expliqué, qu'on a un taux de surprise sur les annonces macroéconomiques qui est particulièrement faible en ce moment. Et on terminera vendredi avec une journée aussi intéressante puisqu'on aura la décision de la Banque centrale japonaise, cette fois-ci sur ses taux d'intérêt directeurs, l'inflation en France et surtout l'après-midi du côté américain, on aura l'indice Michigan avec les anticipations d'inflation à court terme à 5 ans, la confiance et les attentes des consommateurs. On aura le rapport sur la politique monétaire de la Fed et un discours de Christine Lagarde. Belle grosse journée pour bien finir la semaine qui nous attendra vendredi. Évidemment, on suivra tous ces événements-là en live comme d'habitude. Et petite précision pour vous dire que semaine prochaine, mardi à 19h30, on refait un webinaire avec Cryptown, d'accord? Donc pour ceux qui avaient loupé le premier webinaire, et ben on en refait un deuxième mardi, d'accord? À 19h30, donc en live sur Twitch. Ok? Et puis sinon, évidemment, comme d'habitude, on suivra tous les événements importants de cette semaine en live avec vous sur le Discord ou ici sur Twitch. Évidemment, je vous invite aussi à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube. On vous partage du contenu quotidiennement. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. N'hésitez pas à aller aussi sur notre Twitter, sur nos différents réseaux sociaux sur lesquels on vous partage énormément de contenu. Juste pour terminer aussi un petit point sur les résultats de la semaine qui ont été plutôt bons. Ça n'a pas été une semaine sensationnelle, mais on a été sur des résultats quand même assez intéressants. D'accord? Donc une semaine dans le vert. Malgré une semaine qui n'a pas du tout été facile, hein, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de volatilité. Donc voilà. Et voilà, je vous rappelle aussi toujours que la phase publique de notre levée de fonds est toujours on live. Je vous rappelle aussi que notre e-book est toujours disponible. Il est totalement gratuit, je vous le rappelle. Vous avez tous les liens en bio et en description si vous souhaitez le télécharger. Et bien évidemment, comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre dans le Discord. Pour ceux qui sont sur les lives Twitch et TikTok, ne bougez pas. On va rester ensemble et je vais répondre à toutes vos questions. Pour ceux qui étaient sur YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.